Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 19 février 2023. La cité lacustre de Soava, une fois encore dans la consternation. L'incendie était encore de passage dans l'une de ces localités. Cette fois-ci, c'est le tour de Ahomey Loko de subir les affres des flammes vendredi dernier. Avec le chef de l'arrondissement touché, nous ferons le bilan des dégâts. Le prix du pain connaîtra-t-il une hausse à compter de demain lundi? En tout cas, c'est ce que l'on semble comprendre de l'annonce faite par l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin, l'ANAPEB Bénin, qui veut désormais appliquer le prix plafond exigé par l'arrêté 2008. Alors, quelle sera la conséquence? Anselme Aguemon, président de la dite association, vient nous donner des précisions. Au dernier rendez-vous de la page invitée, vous aurez droit ce dimanche au reggae Made in Benin. Eric Cristal est notre artiste de la semaine. C'est un Béninois qui vit en Italie depuis plus de 20 ans. Ses tubes connaissent beaucoup de succès en Europe. Vous aurez l'occasion de mieux le découvrir. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, cette prouesse des éléments du service de lutte contre la fraude Borgou Alibori de la direction des douanes. Une opération bien menée a permis de mettre la main sur une importante quantité de cartouches. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement officiel ce vendredi 17 février 2023 de la télévision numérique terrestre. Il s'agit d'un nouveau mode de diffusion et de réception des programmes télévisés qui vient réorganiser le paysage audiovisuel béninois et faciliter la tâche aux consommateurs. Images et reportages à suivre. À suivre également le point d'un autre lancement. On parle du nouveau service au profit des artistes du Bénin et d'ailleurs. Il s'agit de Black Music Industry, une toute nouvelle maison de production mise en place par le groupe Empire. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, 15 000 cartouches de fusils de chasse à raisonner. C'est le fruit d'une opération menée par les éléments du service de lutte contre la fraude Borgou Alibori de la Direction générale des douanes et droits indirects. La moisson a été présentée à la presse vendredi dernier par l'inspecteur des douanes, Rodrigue. Alors, reportage. 15 000 cartouches de fusils de chasse, dont 13 500 cartouches calibre 12 de marque Red Star, 1000 cartouches de calibre 12 de marque Buckshot et 500 cartouches calibre 26 de marque Rio Gamelord, présentées à la presse ce vendredi matin. C'est le fruit du dernier exploit réalisé par les éléments de l'inspecteur des douanes Rodrigue Alpha, chef service régional de lutte contre la fraude du Borgou et de l'Alibori. Les trafiquants ont fait montre d'une ingéniosité sans nul autre pareil, mais ce n'était pas leur jour de chance. Nous avons intercepté le mardi 14 février aux environs de 13 h un tricycle chargé à première vue de sable sur l'as Djougou Parakou à Sinaou, et sur lequel est posée une pelle. Le transporteur refusa de s'arrêter aux injonctions d'arrêt des agents. Il s'en est suivi une courte poursuite au cours de laquelle ce dernier a pris la fuite en abandonnant le tricycle ainsi que son contenu. Les cartouches à raisonner ainsi que l'engin à 3 roues qui servait pour le transport sont gardés à la direction régionale Borgou Alibori des douanes. Une procédure subséquente sera engagée suivant les instructions du directeur général des douanes. Objectif: retrouver tous les membres de ce réseau de trafiquants tapis dans la population et les confier à la justice. Nous attendons de la population une franche collaboration afin de nous permettre, d'une part, de lutter contre le trafic illicite des armes et munitions, et ensuite de mettre hors état de nuire, c'est hors la loi qui posent des actes de nature à troubler leur quiétude. Nous avons besoin de leur contribution parce que
Sans les renseignements, vous voyez, le mode opératoire utilisé, c'est très ingénieux. Personne ne peut imaginer qu'un tricycle transportant du sable allait comporter une telle cargaison. Donc nous les rassurons que même s'ils nous donnent les informations, nous avons l'obligation de les protéger et notre code des douanes nous interdit de livrer notre source de renseignement. Ces munitions sont utilisées pour les fusils de chasse qui constituent également des moyens d'attaque pour certains. C'est donc une menace d'insécurité que viennent de déjouer l'inspecteur des douanes Rodrigue Alpha, l'inspecteur des douanes Romaric Danon et tous leurs collaborateurs dans l'exécution de leur mission républicaine. Voilà pour cette prouesse de la douane béninoise. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée est une initiative du gouvernement lancée depuis 2017 et ce programme fait le bonheur des apprenants des écoles bénéficiaires. À la date d'aujourd'hui, plusieurs milliards sont déjà investis par l'État et ses partenaires afin d'offrir un repas chaud aux enfants de tous les départements du Bénin. Alors, à la date d'aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre de ce programme? Élément de réponse dans ce reportage signé Teddy Goudalo et Elvis Tonocoin. À l'unisson, les apprenants disent un sincère merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir refait des cantines scolaires une réalité au Bénin. Au plan national, c'est tout un mécanisme qui est déployé pour offrir au minimum un repas chaud aux écoliers. Je mange du riz et du haricot. Oui, c'est doux. Qui a préparé ça? C'est les mamans qui nous ont préparé. Nous sommes ici au complexe scolaire de Ayou à Alada dans le département de l'Atlantique. À la cuisine, de nourriture en cours de préparation. Un peu avant 12 heures, le repas est prêt et servi dans des assiettes selon l'effectif des différentes classes. Pendant ce temps, les apprenants s'attellent à mettre leurs mains au propre pour le déjeuner. Le partage des nourritures s'ensuit. Les écoliers mangent sur place et passent le reste de leur temps de pause à l'école avant la reprise des classes à 15 heures. Vous allez constater que à midi, l'école est remplie d'élèves. L'école est remplie d'élèves. Nous leur avons dit qu'après avoir mangé, qu'on doit se reposer. Que tout le monde doit se reposer. Moi, je ne rentre pas à midi. Je reste ici. Mais soufflez que je vous dise qu'à midi, je ne peux pas dormir. Parce que c'est des groupes de jeux qui s'organisent, des amusements par-ci, par-là. Donc, je suis obligé de sortir pour voir comment les enfants sont joyeux quand ils passent l'après-midi. La belle preuve est que la semaine écoulée, nous avons eu rupture de vivres et nous n'avons pas préparé 2 jours. Mais je vous dis que l'école s'est totalement vidée à midi. Le process pour offrir un repas chaud et de qualité aux apprenants est contrôlé sur l'étendue du territoire par une unité présidentielle de suivi. Dans notre quête d'information, nous avons surpris une délégation de cette unité en supervision dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. On contrôle un peu de tout ce qui est dans l'école. La propreté,
l'hygiène, les lave-mains, s'il y en a. Il faudrait que les enfants, on habitue les enfants à laver les mains. Ils oublient des fois. Donc, que la cuisine soit bien faite, que les dames qui préparent soient bien propres aussi. Tout ça, là, ça fait comme partie de l'accompagnement. Et on suit tout ça, là, pour que les enfants puissent bien manger et manger un repas chaud à l'heure après les cours de 12 heures. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus d'1 million sur le plan national, plus d'1 million d'écoliers qui sont nourris tous les midis en repas chaud. Dans les 12 départements du Bénin, on dénombre plusieurs écoles à cantine scolaire qui fonctionnent à plein temps. Les vivres sont régulièrement mis à disposition par le Programme alimentaire mondial et le suivi rigoureux de la gestion est confié aux directions départementales des enseignements maternels et primaires. Lorsqu'une école bénéficie de la cantine scolaire, et il est mis sur pied dans l'école un comité de gestion. Et c'est un parent qui est président. Le directeur est là en tant que facilitateur. Il n'est même pas dans le comité. Ceux-là sont là pour veiller sur la sortie des vivres. On ne se lève pas un jour pour dire nous allons préparer, il faut amener le riz par exemple, ou bien c'est le pois jaune, il faut amener, on ne dit pas ça. Il y a toute une méthodologie. Il faut faire d'abord, il faut compter le nombre d'enfants présents le jour, et c'est par rapport à ce nombre d'enfants présents qu'il faut sortir les vivres à préparer. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est très soucieux de l'enfance scolaire. Sinon, le montant alloué à ce programme ferait déjà que les gens allaient se démissionner. Donc, il faut le soutien de la population, le soutien de la communauté, le soutien des mairies pour pouvoir accompagner, encourager le gouvernement à continuer. Selon les statistiques, depuis l'instauration du Programme national d'alimentation scolaire intégré en septembre 2017 au Bénin, on note un taux de couverture de 75% en 2022. Des efforts se poursuivent dans le rang des acteurs de mise en œuvre de ce programme pour l'atteinte de la couverture nationale à 100%. Je l'ai annoncé à l'entame de cette session d'information, la migration vers la télévision numérique terrestre est désormais une réalité au Bénin depuis vendredi dernier. Il s'agit d'un nouveau mode de diffusion et de réception des programmes télévisés qui vient réorganiser le paysage audiovisuel béninois et faciliter la tâche aux consommateurs. Le lancement officiel a eu lieu sur le site de la TNT à Abomey-Calavi. Reportage. Ça y est, la télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle au Bénin. La migration vers la TNT devient une réalité et commence avec une douzaine de chaînes locales et 4 internationales. Ce lancement matérialise le respect par le Bénin de l'engagement pris dans le cadre de l'accord international de Genève 2006 de l'Union internationale des télécommunications, accord donc qui avait prévu un passage au numérique mondial en 2015, puis un report en 2020, et puis ensuite des engagements pris au niveau continental, au niveau régional, sous-régional, avec à la fin un lancement intégral pour notre sous-région de l'UEMOA prévu en 2024. La transition vers la télévision numérique terrestre est un changement de mode de diffusion et de réception des programmes télévisés. Elle implique qu'un téléspectateur dispose en dehors de son poste téléviseur d'un décodeur et d'une antenne râteau. Avec la télévision numérique terrestre, vous pourrez désormais, avec une antenne unique, capter une fréquence qui comporte plusieurs chaînes de télévision grâce à la technologie du multiplexage. Donc c'est un gros avantage pour le téléspectateur. Deuxième avantage, lorsque vous avez fini de capter plusieurs chaînes à la fois, ces chaînes sont de très bonne qualité. Je dirais que l'image est un peu comme du DVD et le son, c'est du son très audible avec toutes les fréquences présentes et un très bon confort d'écoute. Pour aboutir à cette transition, le gouvernement a fait d'énormes investissements.
En témoigne la construction de 29 sites de réseau de diffusion sur l'étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération. Mieux, l'État béninois a également pris des mesures sociales afin que la TNT soit accessible à toute la population. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la troisième mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Après l'acquisition du décodeur, le téléspectateur n'aura plus à payer d'autres frais supplémentaires. La distribution des décodeurs et de l'antenne est assurée sur le territoire national par les sociétés Sirius et TCE Bénin, deux structures réputées dans le secteur au plan international. Autre volet de l'actualité, on parle de la 8e édition des Journées de la Mutualité. Elle est organisée par l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke avec le soutien de l'ONG Action pour la protection sociale et des partenaires techniques et financiers. La cérémonie officielle de lancement des journées s'est déroulée à l'hôpital évangélique de la ville. Reportage. C'est par cette géante caravane à travers la ville que sont lancées les hostilités de la 8e édition des Journées de la Mutualité de Bembereke. De l'hôtel de ville jusqu'ici dans la salle du cinquantenaire, les mutualistes ont porté haute les couleurs de leur organisation. En acceptant de prendre part à la 8e édition des GMB, vous avez accepté d'apporter votre contribution aux réflexions pour accompagner le développement du jeune mouvement mutualiste béninois avec pour objectif l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé de qualité à coût abordable. Nous avons espoir et c'est pour scruter davantage cet espoir que la présente édition a choisi de réunir les acteurs au plus haut niveau de ces réformes et les acteurs mutualistes, partenaires techniques et financiers, structures d'appui, tiers et mutualistes. Les mutuelles de santé à l'aide des réformes sanitaires au Bénin, c'est autour de ce thème qu'ont lieu les 3 jours d'échange, montrant ainsi la volonté des mutuelles à soutenir les réformes de l'exécutif dans le secteur de la santé. Notre mouvement mutualiste s'est déjà doté d'un plan stratégique de développement 2022-2026, de manuel de procédure, de tous les outils nécessaires pour une organisation de la société civile qui est prête à travailler aux côtés du gouvernement. Nous attendons alors que le gouvernement nous identifie, nous oriente en ce qui concerne la place des mutuelles dans l'opérationnalisation de l'âge. Mes collègues et moi-même sommes très heureuses de nous retrouver à nouveau pour cet événement d'envergure que sont les Journées de la Mutualité de Bembereke. Cette manifestation est pour les mutualistes d'ici et d'ailleurs une occasion de faire du bruit pour faire connaître les mutuelles de santé. À travers ces journées organisées chaque 2 ans depuis 2007, il s'agit en clair de mettre en exergue l'importance des mutuelles de santé dans la couverture sanitaire des acteurs du secteur informel et des populations rurales. Je voudrais saisir aussi cette tribune où je me trouve en ce moment à Bembereke pour clamer mon engagement à accompagner les initiatives des mutuelles de santé sur tout le territoire national. Alors je voudrais inviter toutes les filles et tous les fils de la commune de Bembereke et environ à croire au mutuel avantage des mutuelles de santé et d'y adhérer massivement. Plusieurs communications seront présentées au cours des 3 jours que va durer l'événement, avec à l'arrivée des résolutions allant dans le sens de l'amélioration de la couverture sanitaire des plus démunis.
Dans la suite de cette édition, sachez que le Bénin est dans une phase progressive de transformation depuis 2016, une métamorphose à l'actif du programme d'action du gouvernement qui s'applique dans toutes ses dimensions. Plusieurs réalisations dont la construction des marchés modernes à travers tout le pays se concrétisent. Et voici le constat fait par Asyomo Kani Achombo. L'ambition de doter le pays de marchés modernes est devenue réalité. Dans plusieurs quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ces infrastructures marchandes se dressent prêtes à être mises en service, au grand bonheur des commerçantes et commerçants. Le marché de Bégamé, avant, quand tu passes par là, l'odeur, il y a une odeur là qui te chasse. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu petit Paris. C'est tout le Bénin, tout le Bénin. Nos mamans étaient là, nos sœurs étaient là, ils n'ont jamais exercé dans ces genres de marché. Et c'est au temps du président Patrice Talon que ces marchés modernes sont sortis de terre. On va les appeler carrément des supermarchés, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme marché, où on avait juste des hangars. Aujourd'hui, ce qui a été construit, on ne se trompe pas à dire que c'est des supermarchés qui respectent toutes les normes de sécurité et de commodité. Le gouvernement de la rupture ne s'est pas contenté d'annonces pour enchanter la population, mais prouve aujourd'hui son engagement. Ces marchés modernes viennent se substituer aux anciens non sécurisés et qui sont exposés à d'énormes risques tels que les incendies, les inondations en saison de pluie. Ils sont construits avec des normes de sécurité bien étudiées et offrent des garanties à tous les usagers et visiteurs. Moi, j'ai fait un tour, voir le marché de Olaguédé vers la mairie de Poloua. J'ai vu aussi le marché de Bégamé. Vraiment, même si on allume le feu va s'éteindre de lui-même. Ces marchés qui sont aujourd'hui construits et dont les constructions vont continuer, respectent tout ce qui est ce qu'on appelle SSI, système de sécurité incendie. Lorsque il y a un départ de feu, c'est tout de suite signalé et l'ensemble du bâtiment est mis en sécurité. Il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place. En termes de commodité, il y a de l'infirmerie, des gardes d'enfants. Il y a tout ce qui est commodité pour permettre aux bonnes dames, en tout cas aux opérateurs économiques qui seront dans ces marchés, d'avoir l'essentiel. Avec leur standing actuel, ces marchés nécessitent un entretien permanent. La Société de gestion des déchets et de la salubrité y fera de régulières interventions. Son directeur général est conscient du volume du travail à y faire. Avec la construction de ces marchés, tels qu'ils sont construits, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Par exemple, ces marchés prévoient des locaux poubelles, donc des points où nos agents et nos camions pourront aller récupérer les déchets. Ça va permettre plus d'efficacité à notre activité. Je dirais aux femmes de prendre bien soin de leur environnement. Avant leur mise en service, des inquiétudes s'élèvent au sein des anciens occupants des marchés reconstruits. La CIRAT rassure les uns et les autres de l'affectation équitable des places. Tout le monde a été identifié, répertorié. C'est dans un répertoire avec les photos des propriétaires de ces places qui étaient là. Et d'autres viendront par la suite rejoindre tout ce monde. Cotonou abrite 9 marchés modernes sur un total de 35 en construction. 20 viennent d'être terminés et les 15 autres sont prévus dans une autre phase. Dernier sujet, avant d'ouvrir le plateau invité, le groupe Ampi lance officiellement un nouveau service au profit des artistes du Bénin. Et d'ailleurs, il s'agit de Black Music Industry. C'est une toute nouvelle maison de production mise en place pour accompagner les artistes de toutes catégories dans leur carrière. Les précisions sont avec Teddy Goudalo et Elvis Tonocoin. Black Music Industry se positionne aujourd'hui comme le label du groupe Ampi. Black Music Industry, une toute nouvelle structure pour accompagner toute catégorie d'artistes. C'est un nouveau-né du groupe Empire que dirige Ulrich Adjovi,
qui est destiné aux artistes, musiciens, plasticiens, cinéastes et bien d'autres. Black Music Industry sera spécialisée dans la production audiovisuelle, dans l'édition musicale, dans la diffusion, dans la promotion, dans le booking, dans le management artistique. Le concerto désormais sera ouvert du 1er janvier jusqu'au 31 décembre afin de faire circuler, programmer des artistes, pas en playback, mais des artistes en live où tout le dispositif est déjà là. C'est-à-dire que l'artiste arrive, n'a plus besoin de communiquer, n'a plus besoin de réfléchir. L'espace est là, la sonorisation, le podium est là, la lumière est là, tout est là. L'artiste se déplace juste pour venir prester afin de pouvoir démontrer ce qu'il sait faire. La nouvelle maison de production Black Music Industry se veut donc un espace de production et de diffusion des œuvres artistiques. Elle ouvre également ses portes à toute forme de collaboration avec d'autres labels pour que rayonne la musique africaine. Notre objectif ne sera pas de récupérer l'artiste dans les mains de cette maison de production, mais de signer un partenariat et d'associer notre expertise pour permettre à ce que l'artiste qui est dans ce label puisse reconnaître le succès à travers les expériences que nous avons. Je rentre en tant que label avec le Soir, mais je vais me faire on va dire, je vais me donner le rôle d'aller convaincre certaines personnes qui ont de l'argent, de leur faire comprendre que dans la musique, on peut gagner beaucoup d'argent. Parce que les hommes d'affaires ne croient plus à l'écosystème de la musique. Il faut trouver le moyen de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de ce secteur, avec toutes les plateformes qui existent, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent dans la musique. Pourquoi nous avons donné le mot Black Music Industry? Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème africain doit avoir son industrie. Sans industrie, on ne peut rien créer, on ne peut pas gagner d'argent. L'artiste ne peut pas vivre de son art sans industrie. L'annonce de création du label Black Music Industry intervient pendant que le Festival international des arts du Bénin suit son cours. Une conférence débat qui a porté sur la thématique « Le Bénin dans l'écosystème du digital africain » précède le lancement officiel des activités de Black Music Industry. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. Restez avec nous. Nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous dans les minutes à suivre. On va commencer à faire le point des dégâts provoqués par l'incendie survenu à Omeloko. C'est dans la commune de Soava. Le chef de l'arrondissement concerné sera avec nous juste après la pub. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Propulsé par la marque Yuzu, pour la saison 2023, le championnat professionnel de la Fédération béninoise de basketball reprend ses droits de cité avec un tout nouveau nom, la Yuzu League Pro. Et oui, du 11 février jusqu'au 30 juin 2023, viens vivre la Yuzu League Pro sur les parquets du Centria à Cotonou, du stade Charles de Gaulle à Porto Novo et de Don Bosco à Paracou. Au total, 14 équipes réparties en 3 catégories, les Yuzu League Pro A et Pro B et la Yuzu League Pro féminine pour des matchs à te couper le souffle. La Yuzu League Pro 2023, c'est avec Yuzu, ta boisson préférée. Yuzu, étanche la soif. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid.
des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Encore de l'incendie qui a tout ravagé sur son passage, laissant derrière lui des sans-abri à Omé-Lokpo et dans la consternation. Des biens sont partis en fumée. Le chef de l'arrondissement est sur ce plateau pour nous donner une idée de l'ampleur de la situation. Monsieur Honoré Gongo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Alors est-ce que vous avez pu déjà déterminer la cause de l'incendie? Merci monsieur le journaliste. Jusqu'à l'heure où nous parlons, personne ne peut dire avec exactitude les causes réelles de cet incendie. Est-ce qu'il y a une équipe mise en place peut-être pour chercher à le savoir, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a donc ce genre de situation? Il y a une équipe qui est mise en place, un comité de gestion donc, de la situation qui est arrivé à la commune de Soava, précisément à l'arrondissement d'Aomé-Lokpo, au village de Besséton. D'accord. Alors, les flammes ont provoqué des dégâts importants. Nous allons voir donc des images donc, au cours de cet entretien. Quel bilan avez-vous fait à ce jour? Merci monsieur le journaliste. Et à ce jour, nous avons 116 ménages qui sont concernés par cet incident, et pour un total de 86 habitations ou concessions. Et en dehors de ça, nous avons d'autres dégâts qu'on n'a pas encore chiffrés jusqu'à présent, parce que le comité continue de travailler, et lorsque le comité va finir de travailler, déposer le rapport, on pourra avec certitude vous dire avec précision ce qui en ce qui concerne donc cet incident du vendredi dernier dans la commune de Soava. Est-ce qu'il y a eu des pertes en vie humaine? Non, pas de pertes en vie humaine. Il y a eu seulement 3 blessés. Et l'équipe de la zone, l'équipe sanitaire de la zone d'Aboumé Calavi Soava a travaillé d'arrache-pied avec le médecin-chef donc de la commune de Soava, et les 3 blessés ont été pris en charge. Ils sont revenus déjà dans la communauté et vivent avec elle. Alors, en ce moment, dans quel état d'esprit les populations de Soava vivent? Est-ce qu'elles sont toujours sous le choc? Comment ça se passe donc? Oui, les populations sont toujours sous le choc parce que c'est une situation imprévue. Mais nous allons saluer ici la Croix-Rouge qui a pu faire venir des psychologues sur le terrain avec même des kits de cuisine et d'autres matériels de première nécessité pour permettre à la commune de Soava, c'est-à-dire aux victimes donc, de cet incendie, de commencer par se préparer psychologiquement. Et nous n'allons pas oublier aussi le maire de la commune de Soava, Jean Janou, qui après avoir reçu la nouvelle, la mauvaise d'ailleurs, m'a envoyé sur le terrain avec une équipe pour pouvoir assister les populations. Et même hier, c'est-à-dire le lendemain, il était là, les mains chargées donc, de beaucoup de dons en nature et en espèces. Et le maire a donné en espèces lui-même 1 million de francs CFA. Il y a une dame de la localité qui a donné aussi 1 million de francs CFA. Et il s'agit donc de Avossé Rosalie, alias Wewe. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'honorable Gadamassi Amundatou qui a donné 100 pièces donc, de tissu. Et le maire, quand il venait, était venu avec 99 kits scolaires, des cartons de pain de savon, et
de 200 nattes, de 400 t-shirts, de 200 moustiquaires imprégnés et j'en passe. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un comité qui a été mis en place pour le partage donc, de ces dons? Comment ça se passe? Oui, le comité est mis en place. Je suis le superviseur donc, de ce comité. Et quand les choses... nous avons réceptionné les dons hier. On n'est même pas allé magasiner ça quelque part. Nous avons partagé sur le terrain devant les sinistrés. Et puis, c'était un partage équitable sans donc affinité. Est-ce que vous vous assurez que les bénéficiaires donc, reçoivent effectivement les dons qui vous ont été remis? Puisque le vendredi dernier, j'étais sur le terrain moi-même, en collaboration avec le chef du village et mon CSA, et avec les autres chefs du village, nous avons ensemble recensé tous ceux qui sont touchés, les ménages touchés et les personnes touchées aussi. Donc c'est sur cette base, sur la base de cette liste que la Croix-Rouge a fait ses dons, que nous-mêmes nous avons partagé. Et ce matin, on était même sur le terrain avec le préfet de l'Atlantique pour toujours aller aux côtés des sinistrés. Le préfet, au cours donc, de sa visite, a exprimé les compassions donc, du chef de l'État et ses propres compassions et aux sinistrés. Et en dehors de ça, il a promis faire un compte rendu fidèle au chef de l'État qui ne va pas tarder donc à appuyer et à assister. Alors, Soava avait connu une situation du genre il y a quelques années. Est-ce que l'ampleur est la même? Oui, l'ampleur est la même parce que, vous savez, je ne peux pas dire avec exactitude le nombre de ménages, le nombre d'habitations qui étaient touchées par cet incendie d'Ahome-Blon. Donc, je ne saurais qualifier tout de suite, mais l'ampleur pourrait être la même. Alors, au-delà du soutien, au-delà des dons, est-ce que des précautions ont été prises pour qu'on ne vive plus ces situations qui deviennent cycliques donc à Soava? Voilà, nous sommes en train donc de travailler déjà d'arrache-pied. Demain, le conseil communal de la commune de Soava va se réunir donc pour opiner sur ces genres de questions et pour penser aussi à la reconstruction des habitations détruites. Alors, c'est tellement que les appuis ou bien les dons du conseil communal ou même de la préfecture ne sont pas suffisants. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des personnes de bonne volonté, des ONG et même des membres du gouvernement pour venir vous soutenir? Et s'il faut vous soutenir, qu'est-ce qu'il faut pour les populations victimes de la tragédie? Merci, monsieur le journaliste. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et les fils et filles de l'arrondissement d'Ahome-Lopo ont fait une initiative pour lever une souscription afin donc de soulager les victimes donc de cet incendie. Et l'initiative est dénommée « Un franc suffit ». Donc pour donner donc l'exemple, et j'ai tout à l'heure donné moi-même 200 000 francs pour lancer, et il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé par souscrire. En dehors de ça, nous lançons un appel à toutes les personnes morales et physiques du Bénin et du monde entier à voler au secours donc des populations de Besseton dans l'arrondissement d'Ahome-Lopo, commune de Soava, victime de l'incendie de l'après-midi donc du vendredi 17 février 2003. Et le maire, par ma voix, puisque c'est lui que je représente ici, le maire, par ma voix, lance un appel national et international pour la reconstruction donc, de ces habitations afin de permettre aux populations de vivre de façon aisée. Message sans doute reçu. Merci à vous, monsieur Honoré Bongo, chef d'arrondissement de Ahome-Lopo dans la commune de Soava. Bon retour à vous et transmettez notre soutien aux populations victimes de l'incendie. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons changer de sujet à présent pour nous intéresser au Festival international des arts du Bénin. Démarré depuis le 14 février dernier, les activités prennent fin ce dimanche. Nous ferons le point donc avec le responsable à la communication du festival. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77.
Site web airfroidbenin.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le Bénin est devenu pendant quelques jours le marché des arts et la capitale de la promotion de la culture en Afrique. 6 jours de plaisir, 6 jours de divertissement dans 3 villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Ouidah, sont aux couleurs du Festival international des arts du Bénin. Les activités prennent fin ce dimanche et sur ce plateau de grand format avec le responsable à la communication du festival, nous allons tirer les premières grandes conclusions de cet important rendez-vous culturel. Il s'agit de monsieur Aristote Dagbo, bonjour. Bonjour, M. Boukari. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Quels étaient les objectifs fixés au lancement de ce festival le 14 février dernier? Eh bien, les objectifs qui étaient fixés au festival, c'était de rassembler tous ceux qui sont dans le domaine des arts, de rassembler également la grande communauté des habitants de Cotonou, de Ouidah, de Porto Novo, et tous ceux qui s'intéressent à l'art, à la musique, à la danse et tous les arts que nous avons au Bénin, également à la gastronomie, de pouvoir se rassembler, de célébrer ensemble les arts et la culture et notre patrimoine. Voilà, et nous sommes au 6e jour, 6e et dernier jour. Quelles sont les différentes activités qui ont été menées pendant 6 jours? Il y a eu beaucoup d'activités. Quelques-unes, les plus importantes. Oui, bien sûr. Il y a eu plus de 50 activités, voilà, en grande catégorie et par art. Au niveau, par exemple, de l'art plastique, il y a eu des vernissages. Il y a eu au total 4 vernissages. Il y a eu des expositions qui sont toujours en cours. Au niveau de la danse, il y a eu des prestations scéniques sur la grande scène du festival qui est à Fidjousset fin pavé. Voilà. Au niveau de la musique, tous les soirs, il y avait des artistes qui venaient sur la scène pour faire leurs prestations, pour faire découvrir leur art, leur talent et tout ça. Au niveau du cinéma, il y a eu des projections de films. Il y a eu également une rencontre, on va dire une journée de réflexion autour du cinéma. Qu'est-ce qu'il fallait penser, comment faire développer le cinéma béninois. C'était très attendu par les acteurs de cinéma. Ils ont eu leur journée. Il y a eu des projections de films. Au niveau du théâtre, il y a eu également des prestations. Au niveau de l'EITB, du côté de Fidjousset, qui est l'un de nos partenaires, l'École internationale du théâtre du Bénin. Au niveau de la littérature, il y a eu des rencontres littéraires. Donc voilà à peu près ce qui a meublé hier soir. C'était le marché Tokbar. Bien sûr, le marché Tokbar s'est tenu depuis le début. Il y a eu aussi le festival de gastronomique Afro Grill qui a eu lieu durant ces 6 jours. Hier soir, c'était le grand concert festival. Et là, on avait vraiment toutes les activités qui étaient pratiquement mélangées. On a eu de la danse, on a eu de la musique. Il y avait ceux du marché Tokpat qui étaient là. Il y avait ceux qui voulaient boire un coup ou bien manger qui étaient là également. Donc c'était une grande fête populaire. Alors plusieurs pays étrangers étaient annoncés au festival. Combien sont-ils venus au Bénin? Il y a eu des participants venus de la France, des États-Unis, qui sont venus de l'Afrique, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On est en train de faire le point, on pourra mieux en parler après. D'accord, les activités vont prendre fin ce soir. Quelles sont les dernières à mener avant de boucler la boucle? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un défilé de mode. J'avais dit tantôt j'ai oublié de préciser qu'il y avait une performance de Alphadi au début du festival. Il y a eu aussi une conférence sur la mode. Donc aujourd'hui, c'est un défilé de mode organisé par Oyemi Concept qui va se tourner autour des créations africaines, des créations béninoises à 16h. C'est sur le top art, c'est sur à Fidjousset fin pavé. Voilà. Et puis juste après ce défilé de mode là qui se tiendra, il y aura un chill
pour tous ceux qui ont envie de s'amuser. C'est libre, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Voilà. Donc on va bien finir le festival avec un tir. D'accord. Alors en termes de bilan, c'est vrai qu'on a encore quelques activités à mener. En termes de bilan, est-ce que vous êtes satisfait donc du déroulement des différentes activités? On va dire que les festivaliers sont contents. On va dire que les objectifs qui étaient fixés au festival, c'est-à-dire de révéler le potentiel, les talents dans le domaine de l'art, de la culture, du patrimoine et également de la gastronomie au Bénin, les objectifs sont atteints. Aucune organisation n'est parfaite, il y a des leçons qu'on est en train de tirer, il y a des choses qui sont à parfaire, mais on peut dire que globalement nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé durant ces 6 jours et voilà. En termes d'impact financier, est-ce que le Bénin, notamment les 3 villes qui ont bénéficié des différentes activités, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Bon, je ne saurais entrer dans les détails, mais ce que je sais, c'est que moi j'ai rencontré des journalistes, puisque j'étais en charge des journalistes, qui ont été impactés de voir que à Ouida, par exemple, il y avait des richesses patrimoniales qu'ils ne connaissaient pas. On parle beaucoup de Ouida, par exemple. C'est une ville qui est connue, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Ouida, mais les journalistes ont découvert encore des choses nouvelles. Ils ont découvert de la culture, des patrimoines, des danses, des folklores qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pareil pour Porto-Novo, où il y a eu quand même de l'activité également de ce côté. Il y a eu quelques visites également du côté de Porto-Novo. Aujourd'hui, il y a encore d'autres personnes qui vont se rendre à Porto-Novo. Pour Cotonou, c'était le cœur, on va dire ça comme ça. Donc, forcément, il y a des impacts. Il y a les gens, tous ceux qui sont venus de partout ont dépensé dans la restauration, dans l'hébergement, dans le transport, etc. Donc, il y a vraiment un impact. Et après, on ne peut pas de façon exhaustive chiffrer tout ça, mais il y a un impact dans les 3 différentes communes qui ont accueilli le Festival international des arts du Bénin. D'accord. En termes de perspective, à quoi va ressembler la 2e édition? Je ne voudrais pas m'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà tirer des leçons de ce qui s'est passé là. Il y a eu des recommandations des différents artistes qui sont venus. Il y a eu des nouvelles idées, il y a eu des inspirations, il y a eu des échanges, il y a eu des brassages. Donc on va mettre tout ça en commun pour proposer une meilleure perspective pour la prochaine édition. L'idée c'est de faire toujours mieux, c'est de faire une meilleure qualité, d'offrir une meilleure expérience à nos festivaliers et afin que chaque fois qu'on leur dit bon, il y a FINAB, qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits et qu'ils repartent enrichis. Voilà. D'accord. Et qu'ils repartent enrichis. Le succès du festival, c'est sans doute à mettre à l'actif de plusieurs acteurs, les artistes eux-mêmes, les organisateurs, le gouvernement et tout. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tout ce beau monde? Bon, déjà, remercier le président du festival parce qu'il fallait penser à ce festival. Monsieur Richard Jovi a eu cette idée-là. Donc, c'est déjà le saluer pour cette brillante idée. Remercier également tous les artistes, les grands émérites. Ils sont nombreux, je ne voudrais pas les citer pour ne pas omettre quelques-uns d'entre eux. Ou si vous me permettez, Maître Fadaïro, qui a fait beaucoup pour le festival, Barthélemy Togo, Monsieur Balogun dans le domaine du cinéma, Monsieur Alobidine dans le domaine du théâtre, Maman Esikiwa, le gouvernement qui a accompagné l'initiative. On a beaucoup de partenaires sur cet événement-là. Là, je ne vais pas vraiment me griller. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Il y a les bénévoles aussi. Il y a eu beaucoup de bénévoles sur ce projet. Tant au niveau des créatifs, de l'organisation, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont contribué à la réussite de ce festival. Donc, merci à tout le monde. On va dire rendez-vous l'année prochaine alors? Oui, on va se donner rendez-vous, peut-être même avant l'année prochaine, parce que l'idée c'est de faire en sorte que le festival vive. On n'attendra pas forcément l'édition prochaine. Il y aura des activités intermédiaires pour permettre à ce que tous les arts, tous les artistes, tous les acteurs du milieu des arts et de la culture se retrouvent de façon régulière. Surtout pour vivre de leur art. Exactement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la particularité du Festival international des arts du Bénin, c'était la partie marché. C'est de permettre à ce que des artistes, des talents puissent montrer leur art et permettre à ce que avoir une plus grande visibilité
une plus grande exposition pour permettre à tous ceux qui sont des professionnels de les remarquer, Et il y a eu pas mal de rencontres, pas mal de choses qui ont été faites. On aura le temps d'en reparler sur nos différents canaux. Et pourquoi pas ici. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aristote Dakpo, responsable de la communication de la toute première édition du Festival international des arts du Bénin. On va dire bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va quitter les scènes et les tableaux d'art pour faire une incursion dans la boulangerie et pâtisserie. Cette question qui est presque sur toutes les lèvres, le prix du pain va-t-il connaître une augmentation à partir de demain? Si vous voulez le savoir, restez avec nous. La réponse, c'est juste après cette courte pause. Propulsé par la marque Yuzu, pour la saison 2023, le championnat professionnel de la Fédération béninoise de basketball reprend ses droits de cité avec un tout nouveau nom, la Yuzu League Pro. Et oui, du 11 février jusqu'au 30 juin 2023, viens vivre la Yuzu League Pro sur les parquets du Centria à Cotonou, du stade Charles de Gaulle à Porto Novo et de Don Bosco à Paracou. Au total, 14 équipes réparties en 3 catégories, les Yuzu League Pro A et Pro B et la Yuzu League Pro féminine pour des matchs à te couper le souffle. La Yuzu League Pro 2023, c'est avec Yuzu, ta boisson préférée. Yuzu, étanche la soif. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Au Bénin, le pain constitue l'un des aliments les plus consommés par les populations. Malgré ces difficultés, le secteur tient encore debout afin de répondre aux demandes. Pour réfléchir sur la vie du secteur, l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin a tenu sa première session le 11 février dernier. Des assises qui ont accouché d'importantes décisions dont on va parler sur le plateau du grand format avec le président de la dite association, M. Anselme Aguemo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer par mieux connaître votre association. Quand est-elle créée et pourquoi? Notre association, au départ, s'appelle Groupement professionnel des boulangers et pâtissiers du Bénin. L'idée a germé depuis 1992. Et ça, on a vu, elle a été mise sur les fonds baptismaux en janvier 1994. Et ça a été dirigé par le feu Tingo Apollinaire après 10 ans, bien sûr. Et de 2005 à 2014, ça a été dirigé par le feu Émile Gangbo de Sopaï Haut-Délice. Après Émile Gangbo, ça a été le tour de M. Gassien Adiaboni. Donc c'est après M. Gassien Adiaboni, le 17 décembre passé, que j'ai été élu. D'accord. Cette association aujourd'hui, nous l'appelons l'ANAPEB Bénin, c'est-à-dire l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie du Bénin. Alors, quelles sont les différentes structures qui composent l'association? Notre instance supérieure, c'est l'Assemblée générale. À la suite de celle-ci, nous avons le Conseil national. Le Conseil national, c'est les membres du bureau exécutif, plus les coordonnateurs départementaux. Après cette instance, nous avons la coordination départementale. Et après la coordination départementale, nous avons les points focaux.
Donc voilà les instances de cette association aujourd'hui. D'accord. Après la traversée de la crise alimentaire que le Bénin et les autres pays du monde ont connue récemment, comment se porte le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie? Nous avons l'habitude de dire aujourd'hui le secteur est en agonie. Quand on voit avec l'apparition de Covid et après la guerre en Ukraine, j'avoue qu'aujourd'hui, personne de ceux qui gèrent aujourd'hui ce secteur-là, aucun de nous n'est fier de ce secteur. Donc voilà la situation. Quand vous dites que le secteur est en agonie, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de... Les difficultés auxquelles nous sommes connus essentiellement, j'allais dire, c'est beaucoup plus la rentabilité. Nous avons le souci parce que nous avons un arrêté de 2008 qui est là depuis 15 ans. Et on n'arrive pas à contourner l'arrêté parce que nous sommes une association. Jusque-là, nous devons vendre le pain à 125. Donc voilà le gros souci que nous avons. Et le coût de la farine, au moment où on prenait l'arrêté de 2008, le coût de la farine était entre 12 000 et 13 000. Aujourd'hui, nous avons la farine jusqu'à 29 000 à l'intérieur du pays. On va parler de l'arrêté 2008. Mais avant, le Conseil national de l'ANAPEB Bénin a tenu sa première session. C'était le 11 février dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Il était question d'abord de faire l'état des lieux de la vie de la boulangerie au Bénin. Que peut-on retenir à ce sujet? Essentiellement, nous devons retenir qu'au vu des difficultés que nous avons recensé d'abord les propositions pour sortir de crise que les coordonnateurs ont amenées. Nous les avons étudiées et on a vu essentiellement que l'État doit nous aider quelque part. Mais ce qui est de notre ressort, nous-mêmes, c'est de revoir le prix. Parce que nous avons la possibilité de vendre le pain à nos intermédiaires jusqu'à hauteur de 112 francs. Donc, si nous devons tenir et ne pas vendre le pain au-delà de 125, au moins, nous avons la possibilité de le vendre à ces intermédiaires à 112. Et je crois à l'unanimité, à ce conseil-là, nous avons retenu désormais de respecter rigoureusement cet arrêté. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes actuellement. Alors, que dit l'arrêté 2008 dont vous parlez concrètement? L'arrêté de 2008 nous exige à l'usine de vendre le pain de 160 grammes à 112 francs qui sera vendu au consommateur à 125. Voilà ce que dit l'arrêté. L'intermédiaire, celui qui va prendre donc le pain. L'intermédiaire, aujourd'hui, nous en avons deux. Et c'est les deux qui ont été à la base des soucis que nous avons eu par le passé. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de prendre nos responsabilités parce que nous convenons que c'est difficile pour notre chère population d'avoir acheté le pain plus cher. Donc nous avons estimé que si nous pratiquons le prix de 112, nous allons alors laisser une marge de 13 francs à nos mamans pour l'instant. Et qu'est-ce qui nous a amené là? Nous avons eu, au vu des difficultés que nous avions connues, nous avons pris contact avec les autorités et qui ont grandement ouvert leurs portes à notre association. On a discuté et aujourd'hui, on a formé un comité. À cette réunion, il y avait la ministre. On a formé un comité pour travailler de façon à trouver un autre bout de solution. Et la ministre a dit, si on finit ces travaux-là, elle pourra envoyer une fiche en conseil des ministres et elle pourra avoir l'autorisation de changer l'arrêté de 2008. Et c'est là, on s'est dit, alors là, si nous devons attendre jusqu'à on aura l'autorisation en conseil des ministres, on sera obligé de fermer. Et pour ne pas fermer, nous avons dit, alors là, allons appliquer rigoureusement l'arrêté de 2008. Donc voilà, nous avons le soutien aujourd'hui. L'application de l'arrêté de 2008, alors, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'à partir de demain, le prix va changer sur le marché? Exactement, j'en viens là. Donc nous avons aujourd'hui le soutien de nos autorités qui ont soutenu qu'il ne faut pas que les populations ou nos amis intermédiaires arrivent à vendre le pain au-delà de 125. Donc nous tenons rigoureusement à ce que le pain soit vendu à la population à 125. Alors quand on parlait d'intermédiaires, il s'agit de qui? Les intermédiaires, il y en a deux. Nous avons ceux qui portent les motos et en dehors de ceux-ci, nous avons nos mamans. Donc nous voyons déjà que cette chaîne elle est trop lourde. Donc nous voulons supprimer ceux qui ont les motos.
D'abord, essentiellement, pour régler déjà le problème d'hygiène et d'assainissement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui portent les motos, ils sont sans hygiène. Et ils ne se lavent pas, même les matins parfois. Et ils portent des couverts sur ces paniers-là. Vous travaillez avec eux pendant de très longues années. Absolument, oui. Mais on est aujourd'hui en difficulté. On est obligé de les faire intégrer dans nos boulangeries. Et aujourd'hui, remettre le pain essentiellement à la bonne dame qui pourra aller revendre. Et les consommateurs vont acheter le pain à 125. Ces intermédiaires, en principe, sont chargés de livrer le pain aux bonnes dames qui sont sur place, qui sont en train de vendre. Est-ce que désormais, la bonne dame elle-même va se déplacer vers la boulangerie pour acheter du pain? Et vous savez, dans l'ancien système, dans l'ancien temps, c'est nos mamans qui se dirigeaient vers nos boulangeries pour prendre du pain. Donc, il faut qu'on renoue. Si nous ne voulons pas trop faire peser les charges sur le consommateur, il faut qu'aujourd'hui, les consommateurs aussi se dirigent vers les boulangeries, y compris nos mamans aussi. Bon, nous sommes en train actuellement de nous activer et on va trouver, avec le ministère, on est en train de trouver des solutions pour désormais le transport du pain. Alors, pour faire plus simple, à partir de demain, que va-t-il se passer avec le pain? Justement, demain, notre population n'a pas à s'inquiéter. Ils doivent acheter le pain à 125 parce que c'est vrai, c'est dur pour nous, mais on est obligé de respecter l'arrêté de 2008. Juste en attendant que le chef de l'État se penche sur la question et qu'on trouve rigoureusement pour nous un autre arrêté qui pourra nous permettre de mettre à l'aise nos chères mamans. Alors, est-ce que le gouvernement a été, sinon le ministre du Commerce a été avisé de cette nouvelle mesure qui va entrer en vigueur à partir de demain? Après le conseil du 11, nous avons pris le rapport et nous avons accompagné ce rapport d'une lettre que nous avons envoyée à notre ministre et que nous avons fait ampliation à toutes les directions départementales. Donc, nous ne faisons rien sans le ministère. Nous envoyons tout ce que nous avons comme rapport, nous envoyons directement au ministre. Alors aujourd'hui, quel est le rôle que votre secteur joue dans le renforcement de l'économie nationale? Aujourd'hui, quand on analyse très bien, nous devons constater que le secteur de la boulangerie, et c'est vraiment, je conviens que c'est la faute à l'État, mais qui aujourd'hui déjà prend ses responsabilités. Nous avons dit, nous avons analysé, nous avons trouvé que aujourd'hui le secteur de la boulangerie est en train de créer des dégâts au niveau de l'économie nationale. Parce que vous convenez avec moi que nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes endettés depuis plus de 2 ans et aujourd'hui beaucoup sont en difficulté parmi nous parce qu'ils sont en train de vendre le pain à 80 francs, à 85 francs et à 90 francs. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, si le chef de l'État arrive à nous comprendre, nous allons passer, comment on appelle, si le chef de l'État arrive à nous comprendre, on va passer peut-être à un autre arrêté qui va nous aider essentiellement à trouver une solution. Alors, de quelle façon le secteur, vous avez du mal donc à le dire, alors, de quelle façon votre secteur peut-il contribuer à l'économie nationale? Oui, c'est ce que je disais tantôt. J'avais dit, nous avons pris tout le temps pour nous endetter et nous créons de tort parce que nous n'arrivons plus à payer les impôts. Non seulement nous sommes endettés, mais nous avons mis aussi en difficulté nos fournisseurs qui aujourd'hui sont aussi en difficulté. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut qu'on change les donnes. Nous ne pouvons pas être là en tant qu'entreprise et ne pas pouvoir contribuer à l'économie nationale. Donc nous rassurons le chef de l'État que si quelque chose est fait pour nous, nous allons aussi désormais changer les donnes. Alors, faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire, non seulement pour vous permettre donc de bien fonctionner, mais sans agir sur la poche des citoyens? Nous avons tout le temps demandé, parce que nous avons pris toujours le cas du Sénégal. La farine de blé de 50 kg au Sénégal est à 19 300. Nous avons toujours donné ces exemples-là à nos autorités. Aujourd'hui, si l'État veut, on peut nous ramener la farine à 20 000 et on pourra supporter aisément. Alors le gouvernement va subventionner? Subventionner. Nous avons tout proposé. Ils ont des fiches de notre part. D'accord. Vous avez sans doute les boulangers qui nous suivent également. Quel est votre message donc à leur endroit? À l'endroit des boulangers, je leur dirais de tenir ferme. Parce que là où nous allons, c'est pour le bien du secteur et pour le bien de l'économie nationale. Ils n'ont qu'à tenir ferme
rigoureusement remettre le pain à 112 francs à partir de demain et que le consommateur doit l'acheter aussi à 125 francs. D'accord. Merci à vous, Monsieur Anselme Aguemon, président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Très bonne journée à vous. Rendez-vous demain pour constater donc l'effet de votre nouvelle mesure. Bonne journée. Merci à vous. Nous allons à présent fouiller quelques pages des journaux parus cette semaine pour voir les informations majeures relayées. C'est un exercice hebdomadaire auquel s'adonne Assion Kani à Siongontour les dimanches. Voici la revue de presse hebdomadaire qui plante le décor du décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il s'agit de Arnaud Doumaou, il est journaliste au quotidien La Nation. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est rendu à Ouagadougou au Burkina Faso pour un court déplacement. Le matinal expliquait qu'à son arrivée, le président Talon a été reçu en audience par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, pour discuter de questions de coopération entre les deux pays. En plus de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso, le président de la République s'est rendu au pays des hommes intègres pour discuter de la lutte contre le terrorisme, un défi pour lequel le chef de l'État béninois affiche son engagement. Après les échanges avec le président Traoré, Patrice Talon a également eu une réunion avec la communauté béninoise en terre burkinabé. Au Parlement béninois, les groupes parlementaires sont connus ainsi que les commissions. Le Soleil Bénin Info parlait de la mise sur pied de 3 groupes parlementaires dans la journée du jeudi. Fraternité expliquait que le groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau, a pour président Akhenatonde et vice-président Domitien Ouemou. Le groupe parlementaire Bloc républicain a pour président Hassan Seibou et vice-président Malik Seibou Gomina. Puis le groupe parlementaire Les Démocrates a Noureini Achare comme président et Joël Godonou vice-président. Le journal écrivait alors que tout se met en place à l'Assemblée nationale, 9e législature, pour le démarrage effectif de la production législative et du contrôle de l'action gouvernementale. Les députés se sont répartis dans les 5 commissions permanentes de l'institution, tout en procédant à l'élection des membres du bureau de chaque commission. Ainsi, le député Orden Aladatin a été élu président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Le député Gérard Benouchi a été élu président de la commission des finances et des échanges. Lambert Agongbono, président de la commission du plan, de l'équipement et de la production. Le député Victor Prudent Topanou, président de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, et le député Salifou Abdoulaye Gounou, président de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Tout cela s'était déroulé dans une ambiance tendue. Le matinal indiquait alors que la mise en place des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans un climat de confusion. Les députés du parti, les démocrates, ont opté pour la politique de la chaise vide au prétexte qu'ils ont été lésés dans la répartition des postes au niveau des 5 commissions. Cette attitude n'a pas handicapé la poursuite des travaux conduits à terme par la majorité parlementaire. Le journal soulignait que cette posture affichée par le parti de l'opposition traduit en fait une méconnaissance des tests, puisque contrairement aux prétentions du parti, aucune disposition légale, encore moins du règlement intérieur, n'exige que la composition des groupes parlementaires reflète la configuration politique du Parlement. Le journal de rappeler que pareil cas de figure s'était produit en 2011 sans que la minorité parlementaire à l'époque, l'Union fait la nation, n'ait eu gain de cause. C'est donc à tort qu'Éric Houndété et les siens ont boudé la séance, concluait le journal. Comme tous les mercredis, le Conseil des ministres s'est tenu et le matinal notait que ça a décidé de la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs
édifices et places publiques. Cette agence a pour mission l'entretien des espaces verts, la gestion et l'exploitation des parcs publics, des jardins et leurs équipements connexes tels que les parkings publics, la gestion et l'exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives. Les attributions de l'agence s'étendent à l'organisation des manifestations officielles qui relèvent actuellement de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles. Fraternité s'intéressait au programme de filet de protection sociale sur les bénéficiaires et souligne que le gouvernement conçoit ce programme en faisant l'option d'une plus large couverture territoriale avec un financement à hauteur de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, dont 27,5 milliards au titre de l'année 2023. Selon le relevé du Conseil, il s'agit d'une démarche structurelle au soutien de toutes les initiatives en cours destinées à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. Pour ce faire, ajoute l'autre vision, l'accent sera mis sur des interventions permettant aux populations concernées de subvenir à leurs besoins élémentaires immédiats, notamment ceux alimentaires. L'objectif poursuivi étant de soutenir leur volonté d'autonomisation tout en promouvant le développement du capital humain. C'est un nouveau pas dans le social au Bénin, estime l'économiste du Bénin, pour lequel ce programme qui vise la réduction de la pauvreté et de l'inégalité sociale offre une réelle opportunité de mise en œuvre des ambitions du gouvernement en matière de protection sociale par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale pour une prise en charge plus adaptée aux attentes des populations cibles. Dans la suite, on lisait que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va quitter la capitale Porto Novo pour rejoindre Cotonou. Le matinal donne la raison de ce déplacement qui est l'étanchéité du bâtiment abritant la juridiction spéciale. En effet, le dit bâtiment ne répond plus aux normes. La phase 1 des travaux de réfection des anciens bureaux de la Cour suprême est en cours d'exécution. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était la revue de presse hebdomadaire signée Asiongo Kanye, Asiongo que nous allons retrouver dimanche prochain. Arnaud Doumaon, bonjour. Bonjour, c'est Arnaud. Vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Merci d'être avec nous ce dimanche. La reprise des activités à l'Assemblée nationale a dominé l'actualité toute la semaine. Vous avez sans doute suivi la rentrée parlementaire avec beaucoup de nouveaux visages. Comment avez-vous suivi l'installation de ces nouveaux députés? Bon, je crois qu'il n'y a pas grande chose à dire sur l'installation, qu'on se réjouit de ce que les institutions fonctionnent, qu'il n'y a pas de vide juridique et que vaille que le Bénin quand même arrive à tenir la marche en termes de démocratie, en termes de fonctionnement, de régularité dans l'organisation de ces élections et de fonctionnement de ces institutions. C'est pas, vous savez que sur le continent, c'est pas la chose la mieux partagée. Il y a, ailleurs, on dissout des institutions, ailleurs, on reporte la date des élections. Et donc, chez nous, lorsque on arrive quand même à cette installation des députés de la 9e législature, on se réjouit donc de ce que les institutions fonctionnent chez nous, en dépit des difficultés internes à tout système, et
que donc de nouveaux députés ont pu s'installer, que d'ailleurs, que pour cette législature-là, que nous avons le retour de l'opposition au Parlement et que nous avons désormais un nouveau visage du Parlement béninois. D'accord. C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de déployer les chars, les matériels de guerre à Porto Novo pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. C'est une avancée. Oui, tout à fait. C'est de cela que je parlais quand j'ai dit qu'il y a un retour donc de l'opposition au Parlement, et donc il y a eu moins de tensions et on a quand même senti une certaine ferveur. On a senti quand même dans ce Parlement-là des gens s'embrasser, on a vu des gens s'embrasser, que ce soit des députés, des accolades dans les députés de la majorité présidentielle et également avec les députés de l'opposition. Donc on a senti quand même que ce Parlement-là qu'on connaissait, cette image du Parlement qu'on connaissait est revenue, et puis tout de suite la tension est montée d'un cran, et puis ça fait plaisir. Les sillons ont été donnés par les démocrates à travers la constitution de leur groupe parlementaire. Le discours donc, de Norone Atchadé a été qualifié de trop dur pour certains. Quelle lecture faites-vous de son premier message? Je crois que personne, en principe, ne devait être surpris de ce premier discours du groupe parlementaire des démocrates. Le texte, le message de l'honorable Atchadé, je crois que c'est de l'ordre normal des choses. On ne va pas s'attendre à ce que Atchadé vienne au Parlement et dise bon, que vous êtes beau, le régime, le régime est beau, tout va bien dans le pays. Je crois que il faut quand même être raisonnable et comprendre qu'on ne pouvait que s'attendre à un tel discours. Et quant au fond de ce message-là, je ne sais pas, fondamentalement, et ça, ce qui est dur, quand il parle par exemple de certains qui sont encore en prison des faits liés à la présidentielle de 2021, de certains qui sont en exil et qui souhaitent les voir revenir. Ça a été un message permanent au cours de la campagne électorale, bien avant les élections. Donc c'est un discours permanent. Et donc c'est le même discours qui a été ramené au Parlement. Donc moi je n'ai pas compris pourquoi c'était surpris. La question c'est de savoir si est-ce qu'on peut se dire dans le Bénin d'aujourd'hui qu'on peut oublier tous ceux qui sont en prison là, oublier cette réalité que nous avons. Donc je ne vois pas ce qui surprend là. Parce que quand vous avez des gens qui sont en prison, je ne parle même pas des cas de ceux qui sont déjà jugés, mais des gens qui sont en prison pour des faits liés à la présidentielle de 2021 et qui ne sont pas encore jugés, je ne sais pas si ça honore la justice béninoise. Parce que nous avons dit, même si au-delà des questions politiques, lorsque les gens sont en prison, il faut un jugement. Quand vous êtes en prison et que on vous accuse pour des faits et que vous n'êtes pas jugé, au-delà de la question politique, ce n'est pas normal en matière de fonctionnement. Il faut que la justice puisse se déployer. Donc, je ne vois même pas, lorsqu'on évoque certaines questions, d'abord qui ne sont pas ces questions qui ont été abordées bien avant les élections, pendant la campagne électorale, et qu'on ramène ces questions, qu'on fasse un test d'histoire à l'Assemblée nationale, voir ce qui surprend. Je vais plutôt souhaiter, surtout pour ceux qui sont en prison, qu'on n'a pas encore jugé, que la justice se déploie et que ce fait-là qui est souvent reproché à notre système judiciaire, que ce soit tout au moins corrigé. Alors, non seulement à l'endroit de ceux-là, mais ceux qui sont encore en prison depuis des années et qui n'ont pas encore connu le jugement. Je crois que c'est extrêmement difficile lorsque vous êtes en prison et que vous ne savez même pas sur quel pied danser. Puisqu'il n'y a pas de jugement. Et donc pour des faits liés à la présidentielle de 2021, encore, ça fait déjà plus d'1 an, je crois bien. Et donc je crois qu'on peut quand même espérer que ces personnes-là soient situées sur leur situation. Et donc pour ma part, il n'y a pas eu feu. C'est de l'ordre normal des choses. Mais ce que je vais souhaiter, c'est qu'au-delà de ces discours-là, parce que nous en aurons souvent, nous allons voir un peu, si vous vous souvenez par le passé, des gens mangeaient de l'arachide au Parlement, des gens avaient des cascaillettes qu'on amenait, on avait des gants pour perturber les animaux à leur façon le Parlement. Mais au-delà de ces discours-là, que les démocrates puissent revoir l'approche, la dynamique. Parce qu'il ne faut pas dire que après 3 ans de législature, ils n'iront pas dire on était minoritaire, donc on n'a rien pu faire après le discours.
ça va sonner faux au niveau de l'opinion publique, parce que vous êtes minoritaire, vous êtes quand même allé siéger. Donc c'est à vous quand même de trouver les approches, les stratégies, au-delà du discours, pour voir de quelle façon vous allez pouvoir accrocher et aller à la négociation pour pouvoir faire quand même bouger les lignes en ce qui concerne quand même tout ce que vous avez dit pendant la campagne électorale. Et je crois qu'on n'a pas en face quand même un régime qui ne soit pas en mesure d'écouter. Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on a organisé l'élection législative, on a eu la chance, on a quand même vu l'opposition retourner, s'installer au Parlement. Donc on peut espérer que dès lors que certaines démarches seront menées, que les lignes vont bouger en matière pour décrisper, je vais dire, la tension sociopolitique. D'accord. Les députés de la mouvance ont également constitué leur groupe parlementaire. Akhenatonde à la tête donc, du groupe parlementaire Union Progressiste de Renouveau, Hassan Siedou qui conduit le bloc républicain. Quelle est votre opinion sur ces deux personnalités? Le bon choix? Quand on prend Hassan Siedou, est-ce que bon choix? Je ne dirais pas bon choix parce que c'est qu'au niveau de ces groupes parlementaires, il y a les autres ne sont pas moins méritants. Donc je ne dirais pas les bons choix. Au risque de frustrer certains qui sont dans le groupe. Je dis qu'au niveau de la classe politique, de ces partis politiques-là, les gens ont quand même su s'entendre sur la personne qui va prendre les devants de ces groupes parlementaires-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été plus méritant que d'autres? Je ne sais pas. Donc, je risque de frustrer d'autres. Je dis simplement que ça a été donc des négociations au sein de la formation politique et on a voulu partager les rôles. Alors, il y a le président Louis Vlavonou qui a bénéficié une fois encore de la confiance de ses collègues et sans doute du chef de l'État. Il reste à la tête du Parlement pendant encore 3 ans. Quel mérite particulier pour l'homme selon vous? Mérite particulier, je dirais d'abord que le président Louis Vlavonou a su rester dans une certaine complicité avec le régime, donc avec le chef de l'État, pour mener à bien les réformes quand même qui ont été implémentées au cours de son mandat, parce qu'on ne peut pas faire les réformes là sans le Parlement. Et quand nous parlons du Parlement, vous savez qu'il y a eu la révision de la Constitution, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées, soit sur proposition du gouvernement, soit grâce à l'initiative parlementaire. Et donc, je dis que Louis Vlavonou est resté donc dans ces dimensions-là et a su, en parfaite intelligence avec le chef de l'État, conduire ces réformes-là. Ça déjà, on peut dire que c'est un mérite. Et le chef de l'État, vous l'avez suivi lors du discours sur l'état de la nation, qui a félicité ses députés, a dit que l'histoire le leur vaudra et qu'ils ont bien travaillé. Donc, il a distribué de bonnes notes à tous ces députés-là. Et donc, mais si tous ces députés reçoivent de bonnes notes à l'occasion du discours sur l'état de la nation, je crois que c'est en décembre dernier, donc, lui, Vlavonou qui a conduit, donc, il a la tête de tous ces députés. Donc, je crois qu'il a quand même ce mérite-là. Et tout ce qui a été fait au cours de cette législature-là, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Dans une production récemment, je mentionnais quand même que même les démocrates qui remettaient encore un certain nombre de lois, on peut quand même remarquer, Tchadé dans son discours, a salué quand même la réforme qui a permis d'avoir quand même 28 femmes au Parlement. Donc 25% de l'effectif des députés au Parlement au Parlement. Donc pour dire que quelque part, tout ce qui a été fait n'a pas été mauvais d'une manière ou d'une autre. Et les réformes là ont été conduites avec grâce à cette intelligence-là ou à cette complicité qu'il y a eu entre Patrice Talon, sans doute, et Louis Vlavonou, deux institutions différentes, d'accord, indépendants, d'accord, mais appelés donc à... Opposés normalement. Non, pas opposés, appelés à travailler pour le bien-être de la nation, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, cette semaine, après le rendez-vous manqué, les membres des commissions permanentes ont été désignés. Orden Aladati retrouve la commission donc, des lois. Gérard Benochi qui reste à la tête de la commission des finances. Quel regard portez-vous sur cette configuration? Je crois que c'est un retour mérité sans doute pour ces députés-là aussi, à la tête de cette commission. Mais on avait pensé qu'au niveau de la commission des lois, on aurait certains comme le professeur Tokpanou. Tout à fait.
pour le profil. Mais pour l'expérience, la première expérience parlementaire, je pense que peut-être que l'honorable Orden a déjà fait l'expérience et on l'a vu faire, on a voulu quand même lui faire à nouveau confiance. Et j'ai vu le professeur Topan balancer ailleurs. Je ne me souviens plus de la tête de la commission exactement, mais il a été balancé ailleurs. Donc je pense que c'est à ce niveau que j'avais pensé que Topan on allait ramener le professeur Topan au niveau de la commission des lois. Mais au finish, l'expérience de l'honorable Orden a primé sans doute dans les choix. Et les démocrates n'étaient pas d'accord de la façon dont les positions étaient partagées, distribuées entre donc, les deux partis de la mouvance. Ils ont dû vider les lieux. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Bon, je dirais que, est-ce que c'est d'abord une bonne stratégie de s'arroger tous les postes de président des commissions? Je ne sais pas, je suis pas dans le secret de Dieu, mais je ne pense pas. Je crois qu'on aurait peut-être pu leur concéder quand même un poste de président. Mais toujours est-il que vous êtes minoritaire au Parlement. Et tout comme le Bloc républicain. Oui, mais non, le Bloc républicain n'est pas de la minorité. Le Bloc républicain est de la mouvance. Donc, est dans la majorité. Minorité en termes d'effectifs de députés, mais majorité de la majorité. Contrairement aux démocrates qui sont véritablement minoritaires. Mais vous ne pouvez pas être dans la minorité et quand même la tête du bœuf. On veut partager l'avion du mouton, c'est vous qui avez quand même la cuisse. La cuisse, je ne sais pas. On leur a réservé les postes pour être plus sérieux, les postes de secrétaire au niveau des commissions pour le rendu que j'ai lu dans le quotidien de la Nation. On leur a réservé les postes de secrétaire de la commission et puis ils ont rejeté. Et le président de Vlavon de constater que bon, vous avez voulu plus, sinon qu'on vous a quand même laissé les postes de secrétaire. Et j'ai dit, bon, cela va de soi, pour moi, pour un début de législature, ils auraient pu quand même prendre ces postes-là, les postes de secrétaire là. C'est pas là l'enjeu. Gagner la tête, c'est pas un président de commission, sur cette commission, il faut forcément avoir la présence. Je ne sais pas si on va faire dans de la distraction au Parlement. Sinon, de mon point de vue, ils peuvent quand même occuper ces postes de secrétaire au niveau des commissions, parce que l'enjeu est devant. ça va brûler d'ici, j'ai présume, ça va brûler d'ici là. Il y aura des tests, il y aura des débats sur ces tests-là qui viendront en commission. Donc, au lieu d'être seulement des commissions, mais vous allez faire que quoi? Vous boudez le Parlement parce que vous ne voulez pas prendre le poste de secrétaire au niveau des commissions, mais les tests vont venir au sein des commissions. Vous allez étudier les tests, vous allez pouvoir apprécier ces tests-là. Donc c'est là le débat. Donc je ne sais pas ce que cela apporte tout de suite, de dire bon, on ne nous a pas donné un poste de président, donc nous quittons le Parlement. Je me dis que je juge, je suis acteur politique, mais de mon point de vue, je crois que c'est trop tôt de rester dans ces considérations et de vouloir saisir. Je ne sais pas s'il faut saisir la Cour pour dire bon, on veut être président de commission, on ne l'a pas donné. Je ne sais pas, je ne mesure pas, je ne vois pas l'importance. Je crois qu'ils auraient pu accepter ces postes de secrétaire et aller au front, parce que là, il y a l'enjeu et détail, et puis les débats, il y a du sérieux qui vient sans doute au Parlement. D'accord. Dernier sujet sport avec vous, Arnaud Doumaon. C'est désormais officiel, hein, les équipes nationales sportives féminines et masculines du Bénin changent de nom. Désormais, on ne parlera plus des écureuils, mais plutôt les guépards du Bénin pour les hommes et les Amazones du Bénin pour les dames. Que pensez-vous du changement donc, Je pense que les gens ont envie de nous amuser. Je crois que il y a plus sérieux dans le pays. Je crois que le Bénin ne sont plus à cette étape-là de réflexion, de niveau de réflexion. Je crois que le Bénin a dépassé ce niveau de réflexion-là. Je crois qu'avec le régime que nous avons depuis 2016, qui essaie quand même de faire les choses avec beaucoup plus d'élégance, de stratégie, de réflexion, de rigueur. Pour ce que j'ai observé juste là, je crois qu'on n'est plus à ce niveau de écureuil, il faut changer écureuil, il faut mettre guépard. Je ne sais pas, demain on va mettre singe, je ne sais pas. Si c'est ça, comme ministre des Sports, il va changer est-ce que c'est le problème que nous avons? Est-ce que c'est le problème que nous avons aujourd'hui?
n'avons pas ce problème-là. Espérons qu'avec les Guépards, on va participer. Je pense que franchement, c'est pas. Les gens avaient mis ça un peu, agité cela un peu dans l'opinion. Il y a c'était comme pour blaguer. Pour blaguer, on pensait que non, c'était une mauvaise blague, mais finalement, c'est du sérieux. Donc, Guépard maintenant pour qu'on puisse gagner, c'est pas. Et les Amazones également. Les Amazones, non, je pense que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous avons des gens qui réfléchissent mieux que ça au Bénin désormais et en matière de politique. En matière de politique, dans toutes les disciplines sportives, on ne peut plus s'asseoir autour d'une table et dire bon, quand nous allons changer le nom, ça va apporter un changement dans la gestion du sport. Je crois que fondamentalement, pour moi, c'est une distraction. Je n'ai pas envie de dire plus. D'accord. Bon, encore que, on va en dire plus à nous. Encore que nous avons deux différents noms pour le même pays. Nous avons les Amazones du Bénin et les Guépards du Bénin. Est-ce que ça fait vraiment sérieux? Vous avez tout dit. Les Amazones du Bénin et les Guépards du Bénin. Je ne sais pas. Bon, sans doute, les gens, ils ont les raisons. Peut-être qu'ils vont en parler, ils vont nous sortir les arguments. Mais pour moi, de mon point de vue, nous avons d'autres problèmes plus sérieux. La priorité, ce n'est pas d'avoir de bons centres de formation comme le CIFAS qu'on a connu avec Gabon, de bons championnats et la transparence dans la gouvernance du sport pour espérer de bons résultats que de changer donc, de nom de... Tout à fait, nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. Nous n'avons pas les centres de formation qu'il faut. Nous n'avons pas les encadreurs qu'il faut. Nous n'avons pas les équipes techniques qu'il faut. Et puis nous laissons tout ça. La thérapie contrôle, c'est de changer de nom. Vous voyez que si je dois aborder la question, je risque quand même on va passer à autre chose. On dit pendant ce temps, on annonce donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête des écuries, non pas des écuries, des Guépards du Bénin, et ceci pour mettre fin à l'intérim qu'a su Moussa Tonye depuis quelques mois. Il était temps, non, qu'on mette un peu des choses à leur place là, à ce niveau. Oui, il était temps, mais nous avons eu le même problème. Nous n'avons pas, nous n'avons pas l'équipe. Nous n'avons pas la relève au niveau de cette équipe-là. Et cela fait que lorsque vous mettez certains sur le terrain, vous voyez certains jouer sur l'aire de jeu, vous constatez que le banc est carrément vide. Et il y a peut-être 30 minutes de jeu. Ceux-là qui sont là actuellement, ils n'arrivent plus à tenir. Et donc, lorsque nous avons aujourd'hui, nous optons encore pour le changement d'un entraîneur, je ne dis pas que ça, c'est une mauvaise option. Par contre, on peut aller aujourd'hui chercher un entraîneur pour notre équipe nationale. Je suis d'accord. Mais est-ce que le fait de choisir un entraîneur seul peut régler aujourd'hui le problème que nous avons au niveau de l'équipe nationale de football? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas suivre le match des Guépards ou je ne sais pas, des écureuils, si vous voulez. Des Amazones. Des Amazones, des Guépards, sans prendre de paracétamol. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre des précautions avant de suivre le match des Guépards. Je vais y arriver parce que pour que ceux qui ne veulent pas comprendre. Il faut demander également aux artistes qui ont chanté aller les écureuils d'aller actualiser donc le test pour accompagner les Guépards et tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore choisi. Les gens agissent des noms dans l'opinion aujourd'hui parce que pour les informations que nous avons, il y a 5 entraîneurs. Il y a 5 entraîneurs qui sont en train de courir au niveau du Bénin pour pouvoir occuper ce poste-là. Parce que si vous avez un poste vacant, évidemment, des gens sont intéressés et j'espère qu'on aura, au niveau de la fédération, on va finalement nous sortir le meilleur profil. Mais je dis, il faut aller au-delà de ça pour que l'État, une fois de plus, ne signe un contrat avec un entraîneur pour des résultats que nous connaissons. Nous avons connu ces dernières années. Encore que le défi immédiat, c'est la qualification du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons encore de chances de nous qualifier? Ah oui, je risque de ne pas pronostiquer parce qu'on ne peut pas faire confiance. En tout cas, on ne peut pas faire confiance à l'équipe que nous avons actuellement. Et ça, c'est en toute vérité, il faut se dire certaines vérités. On ne peut pas faire confiance à cette équipe-là. Et je dis, donc, au-delà du choix de l'entraîneur, il faut qu'au niveau de la fédération, qu'on puisse beaucoup mieux réfléchir pour dire, il ne suffit pas. Donc, vous avez le meilleur entraîneur du monde. Quand vous n'avez pas la bonne équipe, ça ne marchera pas. D'accord. Arnaud Doumaon, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques
semaine sur le plateau du grand format et c'est avec plaisir que nous vous recevrons ici. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous est réservé à l'artiste de la semaine qu'on va installer avec ce morceau. Bless you. God bless you. This is new sound for you. Yeah man, pour la jeunesse béninoise. We are the best. Wake up. Just wake up, man. Un peu de reggae sur le plateau du grand format avec notre artiste de la semaine, Eric Cristal, est avec nous ce dimanche sur ce plateau. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur. Alors, comment est-ce que vous vous portez? Ça va très bien, à la grande. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Oui. Le reggae, ça c'est votre option. Oui. D'accord. Natif de Covey, ayant passé son enfance à Porto Novo, vous avez connu un début de carrière, on va dire, un peu difficile ou très difficile.
quelles sont les règles qui importent et qui marqueront votre vie? Très tôt. Vous en avez 2 ou 3? Oui, c'est vrai que très tôt, j'ai vécu des situations... On va parler comme des règles. Voilà, j'ai vécu des situations d'enfance un peu difficiles, parce qu'avoir perdu le papa très tôt, donc ce qui m'a fait entrer dans un monde d'habitués, de révolter rapidement. Ce qui par la suite s'est accentué quand je me suis retrouvé en Europe, avec les conditions, vous comprenez déjà, que passent les Noirs là-bas. Voilà, donc le reggae est devenu le seul moyen pour moi de m'exprimer, de dire ce que je ne pouvais pas écrire. D'accord. Voilà. Donc ce sont ces règles, on va dire ces valeurs qui vous ont conduit en musique. L'église que vous fréquentiez vous a offert entre-temps une guitare. Est-ce que c'était votre instrument préféré? Oui, c'était mon instrument préféré. Par la chance, l'église, c'était une église évangélique, bien sûr, et qui m'a offert ma première guitare neuve. Et je crois qu'avec ça, j'ai eu la volonté d'apprendre la guitare. C'est vrai que j'ai fait 5 ans, 10 ans de carrière musicale ici avant de m'envoler pour l'Europe. Oui, donc c'est pas que je suis nouveau, j'ai fait des orchestres de la place. D'accord. Voilà, avant de partir. D'accord. Alors, vous avez été influencé par certaines légendes du reggae dans le monde, notamment Bob Marley. Que représente cet homme pour vous? Pour moi, cet homme, c'est un prophète. C'est un prophète et c'est pourquoi il est vite parti. Parce que pour moi, il est spécial. Il est unique. La preuve, 40 ans après sa mort, je crois que c'est l'homme le plus connu du monde en tant qu'artiste. Voilà, il a pu s'imposer. Je crois que c'est un prophète, c'est pas pour le dire. Il est vraiment un envoyé. D'accord. Alors en 2000, donc vous le disiez déjà, en 2000, vous avez décidé de prendre votre destin en main. Vous avez décidé de quitter le Bénin pour vous installer en Italie. Et là, vous avez suivi plusieurs formations en musique. Ouais. D'abord, pourquoi ce départ? En fait, ce départ, c'était pas pour aller s'installer. J'étais programmeur en informatique, donc de la place, j'étais aussi professeur en informatique, j'ai fait plusieurs écoles de la place. Donc je voudrais aller me perfectionner, c'était l'option. Donc quand je suis parti là-bas, j'ai vu qu'il y avait plus d'options. Et ça m'arrangeait aussi, côté musical, surtout pour le reggae. C'est ainsi que j'ai décidé de rester là-bas et faire ma carrière. Et votre carrière a véritablement commencé en Italie avec la participation à plusieurs concours et festivals de musique moderne. Et le 5 août 2005, c'est bien ça, le 5 août 2005, vous avez reçu le prix de meilleur chanteur et meilleur style de musique. Oui. Alors, quelle est l'importance de ce prix? Pour moi, l'importance, c'était le nombre d'artistes qui ont participé. Oui, quand on parle de 300 000 à 400 000, vous voyez que c'est beaucoup. Et c'est pas que j'étais le premier, j'étais le 4e, mais 4e. Après avoir résidé dans un pays à peine 5 ans, pour moi c'était un miracle. Qu'est-ce qui vous a permis, quels étaient les atouts dont vous disposiez en les atouts, le fait que je suis black déjà, et donc j'arrivais à interpréter plus les sons reggae, puisque c'était une interprétation. Et l'autre atout, c'était que j'étais l'unique guitariste qui chantait, qui faisait la performance. Voilà. Alors, il faut attendre 2009 pour assister à la naissance de votre tout premier opus de 12 titres, je crois, les premiers fruits donc de vos efforts. Cet album qui révèle les mots qui minent le développement de l'Afrique et du Bénin en particulier. J'ai envie de vous demander, quels sont ces mots? Oui, au fait, comme j'étais en groupe, nous avions un groupe, donc j'ai dû attendre tout ce temps pour lancer le premier album, en solo bien sûr. Voilà. Bon, les mots qui minent souvent en Afrique, je crois que le premier mot c'est le comportement de tout un chacun, pour ne pas dire l'incivisme. Nous sommes très incivistes, ce qui garde tout. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de ministre, tout le monde est incivique dans le pays, c'est ce que moi j'ai compris. Voilà. Ça c'est le regard. C'est le regard, oui, c'est le regard. Tu vois même un ministre au volant, il risque de te cogner sur la route. C'est ce que moi j'ai constaté. Voilà, donc ça là on a un sérieux problème d'incivisme qui débouche sur tout les... Parce que l'incivisme peut t'apporter à être corrompu
Et vous comprenez, ça débouche sur beaucoup d'autres caractères. Donc, moi, ça me tient à cœur l'incivisme. C'est le principal mal que vous Pour moi, avez... c'est le principal mal. Est-ce que le constat, c'est au Bénin ou partout en Afrique? Pour moi, c'est partout en Afrique, mais je ne peux que parler de ce que je sais. Au Bénin, c'est vraiment... Alors, depuis la sortie donc, de l'album en 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté un changement? Ce que vous dénonciez il y a quelques années, est-ce que quelque chose a changé? Ça change, mais c'est très lent. Ça risque de finir, de changer totalement dans 100 ans. Je n'aurai pas la chance de voir le changement total. Ça change, ça change. Dans vos chansons, quelles sont les thématiques que vous abordez? Qu'est-ce que vous dénoncez souvent au Bénin comme dans les autres pays africains? Souvent, je dénonce chez les Africains l'incivisme. Et en général, comme tout règlement, je suis contre la France-Afrique. Je suis contre tout ce qui est domination étrangère, malgré que je vis avec les Blancs. Ce qui m'a même causé plusieurs fois, 2 ou 3 fois de perdre mon boulot. Mais quand même, je n'ai pas eu peur de dire ce que j'ai toujours sur le cœur. Donc, je suis contre. Et dernièrement, je crois qu'on peut le sentir dans la sous-région, le réveil de l'Afrique contre l'oppresseur. C'est la seule chose qui nous bloque. D'accord. Ouais. Alors, vos tubes sont souvent classés parmi les meilleures compilations du reggae et de la world music sur les plateformes de vente de tubes en ligne. Quelle est la touche particulière que Eric Cristal apporte au reggae? Vu que je vis en Italie, c'est un monde qui n'est pas trop ouvert vers l'Afrique. Vous voyez. Donc, quand il voit des reggaeman africains, à part les autres icônes, je crois qu'il y a des maisons de production qui prennent. Je crois que parmi les reggaeman, je dois être celui dont les tubes sont classés dans plusieurs compilations. Au moins 18 compilations déjà, jamaïcaines comme espagnoles, comme français, ont choisi. Ils demandent juste mon autorisation, ils le font. Donc pour moi, c'est aussi une promotion de mon pays à travers ces compilations auxquelles je participe. Et avant de poursuivre notre entretien, nous allons marquer une pause pour suivre un extrait de l'un de vos morceaux. Voici On est les meilleurs. On est les meilleurs béninois. À fond à notre ça. Mettez-moi la fond boulot. Tout est dit. Pour toi, il n'y a jamais l'argent dans ce pays. On est les meilleurs, mais on ne le sait pas. On est les meilleurs, mais on le sait pas. On est les meilleurs, mais on le sait pas. Ooh, yeah. You got to do something better. You got to move, young man. Just hold on and keep on doing, yeah. Yo, c'était donc un extrait du morceau On est les meilleurs de Eric Cristal. Alors, qui sont ces meilleurs? Bon, tout à l'heure, je parlais d'incivisme, mais quand même, on a de bonnes qualités. On a des valeurs. Oui, il y en a beaucoup de bonnes valeurs et on le sent plus à l'extérieur. Et je passe par ceci pour dire un gros coucou à nos femmes, pour moi, qui sont les meilleures à l'extérieur, en attendant. Voilà, donc, et aussi en matière musicale, même en football, tout ce qui est culturel, nous sommes les meilleurs. Il suffit qu'on nous donne l'opportunité. Et seulement nous ne le savons pas. Et c'est ce qui fait que déjà ici, les meilleurs ne sont pas choisis pour représenter le Bénin ailleurs. Voilà, c'est de ça. Alors, vous avez au total 3 albums. Oui. 3 albums. Le deuxième qui est sorti en 2014, c'est Il est fait Africa. Oui. Alors, il est constitué de combien de titres? Oui, Il est fait Africa est composé de 12 titres. Je parle de l'Afrique. Il est fait Africa, c'est l'Afrique, la terre de l'amour, la terre de la paix. Voilà, qui est toujours secouée dans sa paix, dans cette paix par l'Occident. Donc c'est la même chose dont je parle. Et je crois qu'avec ce titre aussi, j'ai eu le prix du meilleur lyrique. Et toujours avec des centaines d'artistes à Bologne en Italie. Meilleur lyrique, malgré qu'ils ne comprenaient pas, parce que c'était un mélange d'anglais et de fond. Ah oui. Mais voilà, ils ont apprécié la manière dont j'ai chancé ma langue avec l'anglais. D'accord. Voilà. Quel était le titre phare donc, de l'album? C'était Il est fait Africa, le titre phare de l'album. D'accord. Et le deuxième, c'est Wake Up Africa? Wake Up Africa, c'est le dernier album. Sorti en août 2021. Et soldé par un conseil ici au Hall des Arts.
Et ceci aussi, c'est dans la même thématique, les Wake Up Africa. Et puis dans ça, j'ai parlé aussi toujours d'incivisme et d'amour. Il y a toujours 3 thèmes. D'accord. Alors, entre du premier jusqu'au 3e album, qu'est-ce qui a changé en vous, Eric Cristal? L'expérience Entre le premier, il y a une grande expérience. Entre le premier, moi-même, je vois la différence en performance. Et puis le dernier album a été soutenu par... par exemple, Il fait Africa, c'est le seul titre où j'ai fait mixer par un ami en Hollande. Donc le dernier aussi, il y a eu des touches de grands autres artistes. Bien sûr, au mixage et au mastering. D'accord. Alors vous êtes béninois, mais vous produisez vos œuvres en Italie, c'est bien ça? C'est ça. C'est vrai que la musique n'a pas de frontières, mais est-ce que vous avez un dispositif aujourd'hui pour la promotion de vos œuvres au Bénin? Il faut que d'abord qu'elles soient suivies dans votre pays. C'est ça. Et c'est ce que j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans, puisque avant j'étais basé là-bas. Donc il y a 6 ou 7 ans que j'ai commencé à chercher, parce qu'on dit l'une des professeurs ce soir, à chercher à faire la promotion au pays, puisque ce que je fais, de quoi je parle, nous avons besoin de cela pour l'éveil du peuple, de la jeunesse et tout cela. Donc je crois que j'ai l'essentiel ici pour faire la bataille avec les médias, déjà ce qu'on fait déjà. Par ici, sur cette émission, on fait partie des stratégies en cours pour mieux nous faire connaître le pays. Alors vous révélez le reggae made in Benin, en Italie. Quel est le rythme de consommation de vos tubes? En Italie, ils ont un autre système où on t'impose, parce que je suis presque sur toutes les foires, puisque là, tout se fait par résidence, par département. Donc, dès que tu es inscrit chaque fois, on t'invite, l'État te fait participer au festival, ainsi de suite. Et je crois que s'il n'y a pas d'autre, le règlement au moins du Bénin qui est plus connu là-bas, c'est bien sûr moi, parce que quand j'ai obtenu la nationalité, cela m'a permis d'obtenir naturellement des types de promotion de l'État, parce qu'ils ont ce système là-bas. Ok, d'accord. Voilà. En dehors de ces 3 morceaux, vous avez 3 albums, vous avez un morceau sorti en octobre dernier et qui est en promotion en ce moment. On va suivre un extrait et on revient pour en parler. D'accord. I want to know where is the better place for my people to live free. 500 years seeking for liberty, we are still under ignorance. Lucky we who come from in this world, you are black, you are African. Every single day we wake up, we are afraid to be killed by police. Oh, I'm an African, African in Manhattan. We are all just for this world. Oh, I'm an African, African in Manhattan. George Floyd, donc c'est un morceau signé Eric Cristal qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Alors, George Floyd, c'est le nom de l'Américain noir tué par la police aux États-Unis. L'affaire a fait grand bruit dans tous les 4 coins du monde. Alors ce morceau parle du destin de la race noire. Ouais. Alors à ce niveau, vous avez pris une position, pourquoi? Parce que malgré que le temps passe, malgré les 400-500 ans que les Noirs ont fait à s'implanter en Amérique, nous voyons que plus le temps passe, c'est vrai qu'on gagne un peu en liberté, mais on n'a jamais perdu ce côté de faible dont nous sommes, parce que aussi c'est vrai que ça dépend de nous-mêmes. Et je dis que nous sommes tous des George Floyd dans ce monde. Effectivement, nous sommes tous des potentiels George Floyd puisque nous ne le savons pas. Aujourd'hui, demande à un policier blanc de tirer sur 2 personnes, c'est-à-dire instinctivement, ils sont comme ça. Quand on crie au voleur quelque part, ils trouvent un noir, un blanc, sans qu'on lui dise que c'est le noir, ils doivent tirer d'abord sur le noir. Mais on leur a posé aussi la question, si on disait non, un blanc, ils ont ces réserves d'agir plus rapidement vers le noir. Et ça s'augmente. Et c'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout en Europe. Donc, en États-Unis, ça m'inquiète plus parce que vraiment, ça fait 500 ans que les Noirs sont implantés là-bas et on est encore à ce niveau. D'accord.
Alors pendant que la promotion de ce single se poursuit, vous préparez des concerts en Italie, sans oublier le rendez-vous de l'Institut français de Cotonou. Parlez-nous très rapidement de ces rendez-vous. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a 2 ans en Italie, ils ont tout coupé à cause du Covid. C'est vrai que c'est déjà ouvert ici, mais jusque-là, les concerts sont contrôlés là-bas. Donc je crois que cette année, toujours les festivals et les foires d'abord. Et puis je pense revenir bientôt, ça là c'est en suspense pour un autre concert ici au Bénin, toujours dans l'année si tout va bien. D'accord. Il y a également le 4e album qui est en préparation. Et qui est en préparation et qui va toujours entrer dans les mêmes thématiques, France-Afrique, la femme et puis l'incivisme. C'est toujours ces 3 thèmes. Vous êtes à quel niveau de préparation? Ça va sortir probablement quand? Dans quelle période? J'aime les années paires quand je sors mes morceaux. Voilà, donc c'est vrai que l'autre fois ça a été un truc là. Donc sûrement l'année prochaine ou la fin de cette année, l'année prochaine. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas de place ici pour danser le reggae. Le reggae demande beaucoup d'espace parce qu'il faut sauter, aller dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut proposer quelque chose à vos fans? On peut chanter? Bien sûr, on peut on y va? Quelque chose. On va y aller si vous êtes prêts. Voilà. Vous voulez que je choisisse Oui, allez-y, choisissez. Free. Oui, alors. À fond, ah non, bah dimanche, nous n'aimons toi, nous con, à fond, ah non, le plomb bassa, oui, j'ai non mon de nous n'oublie, bon, nawe, néon, et roi sous ton, oui, j'ai de okurae, mon de nous, mais bi, bon, non, cambio, minami, nous, a ka feeling beto, bon, ouais, non, fond, non, de plomb bassa, minamolo, tomitondo. Benayon bojacho, minambolo tomitondo. Benayon bodanfa, minambolo tomitondo. Mi des soucis ouais nasi. Voilà. D'accord. Eric Cristal, c'était notre artiste de la semaine en direct sur le plateau du grand format. Merci d'être passé par ici. Bonne chance à vous. Merci à vous. Ce plateau est également le vôtre et à tous les artistes de Bénin. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Big up, on dit God bless, one love. God bless, one love. Yeah, man. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 19 février 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Rouetos, dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Ne te laisse pas tuer, violer, humilier. Ne te laisse pas tuer, violer, tuer. Ne te laisse pas tuer, violer, humilier. Ne te laisse pas tuer, violer, tuer. Elle a été animée par l'envie de gagner sa vie, Lord. Loin de sa famille, ses enfants et ses amis. Comme elle, beaucoup de nos sœurs décident de faire l'aventure vers l'extrême-orient. Mais ignore que derrière ce voyage se cache un grand tourment violent, fréquent. Ne te laisse pas tuer, violer, humilier. Ne te laisse pas tuer, violer, tuer. Ma sœur, ne te laisse pas tuer, violer, humilier. Ne te laisse pas tuer, violer, tuer. Ton lobo, ye saisi passeport bodon. Ni non kwe bo wa kwe bezo. Aloni ali to lobo braga le tocho. Vivi no fonsa zambo no ponto come lobo no be avi. Bono be alo do tabono su chaho ho bete kadi. Mi roto mi to me na pe ulo. Mi wa